Bien, merci d'être là, mesdames, messieurs. Nous allons vous faire un point sur la situation sanitaire du département du Morbihan et puis des mesures annoncées dans un premier temps par le président de la République, bien évidemment, dans un second décliné par le Premier ministre, ainsi que ce matin par M. Dussopt et M. Le Maire, ainsi que M. Darmanin, dans le cadre d'une visioconférence que nous avons eue et que nous avons hebdomadairement avec un certain nombre de ministres. L'idée étant de toujours aller plus vite dans la mise en œuvre des mesures d'aide au maintien de l'emploi, en général, qu'on appelle plan de relance, puisque le plan de relance, il vise d'abord à maintenir l'emploi, potentiellement à créer de nouveaux emplois, accompagner les entreprises, accompagner les citoyens dans cette crise qui impacte encore, malheureusement, notre société, qu'elle soit monsieur, madame, tout le monde, la société économique, les commerçants, les restaurants, les bars, les discothèques. Et donc, nous allons collectivement essayer de maintenir tout ça à flot, voire même de l'optimiser, notamment en relocalisant une partie de l'économie. C'est bien là l'axe d'effort également du département, mais aussi évidemment du niveau national. Et monsieur Le Maire nous l'a encore dit il y a quelques minutes. Mais je cède la parole d'abord à notre directrice de l'unité départementale de l'ARS, Claire Musée-Cabouche, qui va nous faire un point sur la situation sanitaire du département. Bonjour à tous et à toutes. Les données épidémiologiques communiquées par la cellule régionale de santé publique France en Bretagne confirment le ralentissement de la circulation du virus Covid-19 dans la région. Mais pour autant, la pression épidémique reste continue. Le pic qui semble derrière nous, mais pour autant, la seconde vague n'est pas terminée. Le département du Morbihan observe aujourd'hui un taux d'incidence de 59 cas pour 100 000 habitants les 7 derniers jours. Il était de plus du double il y a encore une quinzaine de jours, voire du triple il y a plus de 3 semaines. Le taux de positivité s'établit aujourd'hui à 7,5%. Pour mémoire, en Bretagne, le taux d'incidence est de 53 cas pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité de 6,3, mais qui sont dus aux chiffres assez atypiques, dirons-nous, du département du Finistère, qui se détache par un taux très bas, tant de son taux d'incidence que de son taux de positivité. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les indicateurs concernant les populations de plus de 66 ans, c'est-à-dire les populations qui sont susceptibles de développer les formes les plus graves de la Covid-19 restent encore importants. Quelques chiffres pour illustrer mes propos. Ce taux d'incidence aujourd'hui auprès de cette population de plus de 66 ans s'élève à 98 cas pour 100 000 habitants. Donc à mettre en corrélation et en relation avec le taux d'incidence départemental de 59 cas pour 100 000 habitants. Depuis septembre, c'est plus de 80 structures qui accueillent des personnes âgées. Alors quand je dis structure, ça va de l'EHPAD à la résidence autonomie, à l'établissement sanitaire. Ce sont donc près de 80 structures qui ont déclaré des cas de Covid chez leurs patients ou résidents. C'est également 30 clusters depuis le mois de septembre et donc 9 toujours en cours, dont 5 d'entre eux avec un nombre important de résidents touchés. Depuis le mois de septembre, ce taux d'incidence et ce nombre de clusters et de situations dans ces structures a touché 530 résidents et a fait 33 décès, ce qui fait un taux de décès de 6%, ce qui est quand même très élevé sur cette période-là. Donc comme je vous le disais, si la baisse du taux d'incidence observée depuis plusieurs jours se poursuit, les données relatives aux prises en charge hospitalières sur le département traduisent encore une activité soutenue avec un nombre important de patients hospitalisés, même si le pic semble avoir été atteint à la mi-novembre. La décrue des hospitalisations se poursuit donc lentement. Aujourd'hui, nous dénombrons 158 patients hospitalisés, dont 17 en réanimation. 43% des décès à l'hôpital sont à déplorer sur la période de septembre à novembre, donc sur les à peine 3 derniers mois. Et nous avons dépassé le nombre de patients hospitalisés par rapport à la première phase de l'épidémie. Néanmoins, vous avez pu constater, la Bretagne, tout comme le département du Morbihan, ont œuvré à une solidarité nationale en accueillant 10 patients et vaccins.
Donc nous poursuivons quotidiennement nos travaux tant avec les établissements de santé qu'avec les établissements médico-sociaux, notamment pour organiser les prises en charge adaptées et par palier en fonction de l'évolution de l'épidémie. L'enjeu de la période, dans le contexte d'allègement progressif du confinement, est de poursuivre la bonne application des gestes barrières afin de ne pas perdre le bénéfice des efforts que vous avez mis en œuvre ces dernières semaines. Les mesures que nous avons prises ont permis de ralentir nettement la circulation du virus. Il faut poursuivre en ce sens. La capacité de dépistage en tests RT-PCR déployée depuis plusieurs mois dans le département et maintenant le déploiement des tests antigéniques permet d'accéder rapidement à un diagnostic en cas de symptômes ou de doute. L'un des points essentiels est désormais de garantir une meilleure adhésion et d'observance au suivi de l'isolement. On constate en effet, depuis le début de la crise et plus particulièrement depuis septembre, que plus d'un tiers des personnes suivies à l'isolement émettent des doutes sur la pertinence de cette mesure. Donc j'en appelle à la responsabilité de chacun de ce geste civique et solidaire que constitue l'isolement préventif. Globalement, il importe de rester vigilant afin d'éviter l'apparition d'une troisième vague durant cette nouvelle période à venir. D'ailleurs, l'Agence régionale de santé va lancer une campagne de communication pour les prochaines vacances et nous inviterons chacun à limiter ses interactions familiales et personnelles et notamment également le nombre de convives pour fêter ces fêtes de Noël afin toujours d'éviter un rebond de l'épidémie après ces fêtes. Donc en attendant, dans ce contexte d'allègement progressif du confinement, je vous invite donc à poursuivre la bonne application des gestes barrières afin de ne pas perdre le bénéfice des efforts mis en œuvre ces dernières semaines et d'éviter une troisième vague rebond après les fêtes. Merci beaucoup Claire. Je rebondis donc. Vous avez compris que la région Bretagne était une région qui était pour le moment plutôt épargnée. Pour autant, il y a un bruit de fond persistant, d'accord, et notamment persistant dans le Morbihan, et qui frappe les personnes les plus fragiles, parce que les plus âgées. Et donc, il faut que nous soyons extrêmement vigilants, extrêmement rigoureux dans l'application des gestes barrières, des consignes également de distanciation. Et c'est pourquoi, vous avez pu le constater hier, nous avons mené une vaste opération sur l'ensemble du département, qui visait évidemment, dans un premier temps, à vérifier que les conducteurs et leurs passagers éventuels disposaient de l'attestation de sortie, mais aussi de les sensibiliser sur l'impérieuse nécessité de respecter l'ensemble de ces mesures, parce que nous devons, c'est impératif, respecter les efforts qui ont été consentis par la population en général, par les restaurateurs, bars, discothèques en particulier, auxquels j'ajoute les commerçants qui, à compter de demain, comme vous le savez, vont pouvoir reprendre leur activité professionnelle. Alors justement, les annonces du président de la République et du Premier ministre consistent à décliner 3 phases à venir, dont la première commence demain, samedi, avec la réouverture des commerces, avec un protocole plus simple. Avant, c'était 4 mètres carrés par client. Aujourd'hui, c'est 8 mètres carrés. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Jusqu'à présent, c'était 4 mètres carrés de surface disponible pour le client. Aujourd'hui, donc c'était la surface totale du magasin, moins les surfaces de rayonnage, moins les caisses, etc. etc. Aujourd'hui, c'est 8 mètres carrés de la surface totale des magasins, donc 8 mètres carrés par individu ou par entité, c'est-à-dire qu'une famille, une maman, un papa qui vient avec ses enfants, s'ils sont 4, ils comptent pour une entité, 8 mètres carrés, parce qu'il n'y avait pas de raison de compter 4 x 8, 32 mètres carrés, parce qu'ils étaient 4, puisque dans la mesure où ils vivent ensemble en permanence, donc ils ne peuvent pas prendre des risques mutuels puisqu'ils sont déjà ensemble. Donc là, c'est une mesure de simplification, mais qui est importante et qui sera extrêmement vérifiée, je le dis, parce que nous ne voulons pas, nous n'accepterons pas que ce geste qui vise à aller vers un déconfinement puisse conduire
à la mise en œuvre ou à la préparation d'une troisième phase dont nous ne voulons pas, parce que nous souhaitons que les restaurants, que les bars, que les discothèques, que l'ensemble des commerces et de l'activité économique puissent repartir le plus vite possible. Et donc, cela conduit à ce que nous fassions encore quelques sacrifices et que nous respections les efforts extrêmement conséquents que l'ensemble des professionnels, entre autres, réalisent encore aujourd'hui. La période de samedi qui s'ouvre donc constituera également et permettra, à compter de samedi, donc d'aller au-delà du kilomètre qui était autorisé aujourd'hui. On passe à 20 km, comme vous le savez, et nous aurons 3 heures pour aller faire du sport, se dégourdir un peu les jambes, etc. etc. Cela permettra notamment de reprendre les activités sportives. Donc les surfeurs vont être contents dès lors que ces activités sportives sont à l'extérieur. Donc, premier critère, c'est à l'extérieur. Et deuxième critère, c'est du sport individuel. Donc, les activités sportives peuvent reprendre. Elles doivent être individuelles et elles doivent être à l'extérieur et donc pas dans un endroit clos. S'agissant des épreuves, en tout cas du sport collectif, il sera simplement autorisé jusqu'au 15 décembre, dans un premier temps, pour les élèves. D'accord? Donc dans le cadre scolaire, et non pas pour les adultes. Mais ça, Laurent Blanès, le DAZEN, pourra en parler tout à l'heure. Premier temps, pour monsieur et madame tout le monde, tout âge, du sport individuel à l'extérieur. Pour le sport collectif, seul le sport scolaire collectif sera autorisé, et en plein air également. S'agissant des épreuves sportives, seuls les matchs d'équipes professionnelles seront autorisés et à huis clos. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'on commence à réautoriser le sport. S'agissant des cultes, comme l'a précisé le Premier ministre, les cultes pourront reprendre. Ils n'ont jamais été interdits, mais ils étaient restreints. Ils pourront reprendre à compter de samedi, mais pour une participation maximale de 30 pratiquants dans les églises ou dans les lieux de culte. 30 maximum. Toute autre forme d'organisation cultuelle est proscrite au moins jusqu'au 15 décembre. Sur les marchés de Noël. Sur les marchés de Noël, évidemment, nombre de questions reviennent. Est-ce qu'ils seront autorisés, etc., etc. Ce qu'on note, c'est que les maires ont été extrêmement vigilants, extrêmement responsables, puisque pour la plupart d'entre eux, ils ont interdit, puisque ça relève de leurs compétences, les marchés de Noël. S'agissant des professionnels qui ne vivent que de cette activité-là, on va parler par exemple des centonniers, eh bien, ils sont autorisés à pouvoir exposer, à pouvoir vendre dans des conditions qui relèvent de l'organisation générale des marchés hors alimentaires que nous avons déjà évidemment mis en œuvre ces derniers mois, ces dernières semaines. Sur la partie culturelle, à partir de samedi, les librairies, les disquaires, les galeries d'art, les magasins d'instruments de musique pourront réouvrir, comme tous les autres commerces, et dans le cadre de protocoles sanitaires concertés avec les professionnels concernés. Voilà pour la première phase. La deuxième phase, elle débutera le 15 décembre. À partir du 15 décembre, il n'y aura plus de nécessité de disposer de cette attestation de circulation parce que nous passerons au couvre-feu. Et donc dans la journée, jusqu'à 21h, nous n'aurons plus besoin de l'attestation de sortie puisque vous pourrez circuler librement, sauf tous les jours, entre 21h et 6h du matin, puisqu'il y aura un couvre-feu. Et donc là, seuls celles et ceux qui ont une activité indispensable, alors c'est du soin à la personne, etc., devront se munir de l'attestation pour pouvoir circuler. Et la présence du commissaire comme du colonel témoigne de notre volonté de faire respecter ces règles, car comme je le disais tout à l'heure, c'est le respect de l'ensemble de ces règles qui nous éviteront de rentrer dans une troisième vague possible. Enfin, une troisième phase. Alors, pour la deuxième phase, le couvre-feu sera levé le 24 soir, pour la soirée du 24 soir, et le 31 soir. D'accord? Mais en même temps,
Mais en même temps, je le dis, nous ne tolérerons pas des attroupements massifs et qui s'exenteraient de l'ensemble des mesures de protection, de distanciation, etc. Parce qu'on ne veut pas qu'à l'occasion d'une soirée, bien évidemment, nous puissions mettre à terre les efforts des uns et des autres qui, malheureusement, sont bien présents dans nos esprits et dans nos actes depuis de nombreuses semaines. À partir du 20 janvier, s'il n'y a pas de rebond, je dis bien s'il n'y a pas de rebond, et c'est bien pour ça que j'insiste une nouvelle fois sur le respect de l'ensemble de ces consignes, s'il n'y a pas de rebond, les restaurants, les bars et potentiellement les discothèques pourraient réouvrir. Je dis bien pourraient réouvrir. Tout ça fera l'objet d'une nouvelle évaluation à partir du 15 décembre. Et c'est justement le suivi du taux d'incidence et de l'ensemble des autres facteurs, donc l'utilisation, en tout cas l'occupation des lits en hôpital, etc., qui déterminera si, à partir du 20 janvier, en tout cas on l'espère, les restaurants, les bars peuvent réouvrir. Sur l'ensemble des contraintes liées à ces mesures qui s'adaptent au fil de l'évolution de l'épidémie, le gouvernement a mis en place évidemment des aides très conséquentes. Vous l'avez vu, on est passé de 1 500 à 10 000 euros d'indemnisation pour les commerçants, les restaurateurs, les bars. Et aujourd'hui, c'est 20% par exemple du chiffre d'affaires, qui permet notamment de prendre en compte la partie des loyers, etc. L'ensemble des mesures évoluent en fonction de l'évolution de l'épidémie et font l'objet de mise en ligne de tutos, de documents de vulgarisation, de façon à ce que tout un chacun puisse accéder aisément à l'ensemble des aides auxquelles ils ont droit. La préfecture a réorganisé l'ensemble de ses services de façon à ce que chacune des professions, chacun des responsables, des organisations professionnelles, etc., puisse avoir un interlocuteur pour son sujet, son problème, sa difficulté. C'est un peu la même chose que nous avions fait à l'occasion de la première vague et ça avait été salué. Là, dans le cadre du plan de relance notamment, nous avons réorganisé la préfecture avec un chef de fila pour chacune des activités, de façon à ce que ce soit plus simple, plus rapide. Et nous avons des réunions hebdomadaires ou bi-hebdomadaires sur ces sujets, de façon à ce que, justement, nous puissions informer, comme nous l'ont demandé l'ensemble des ministres, des difficultés que peuvent rencontrer ou que pourraient rencontrer l'ensemble des responsables des secteurs ou l'ensemble de nos citoyens. Maintenant, je vais céder la parole à Laurent Blanès, le DAZEN, pour nous faire un point sur l'activité scolaire. A priori, peu de changements ou pas de changements sur les protocoles sanitaires qui s'imposent au monde scolaire, à l'activité périscolaire, mais je laisse Laurent nous en parler. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, en effet, si je reprends la présentation telle qu'elle s'est déroulée devant vous, d'abord un point de situation sur l'état sanitaire dans le milieu scolaire. La tendance du nombre de cas confirmés de personnel et d'élèves est la même que celle enregistrée dans le département. Pour vous donner des chiffres très précis, on a enregistré la semaine dernière 86 cas confirmés sur 7 jours glissants de jeudi à vendredi. Cette semaine, l'actualisation des chiffres est à une quarantaine. Donc nous avons diminué de moitié le nombre de cas confirmés. Ces bons résultats, on considère que ce sont de bons résultats, puisqu'on retrouve en fin de compte la ligne que nous avions avant le pic de cette seconde vague, c'est-à-dire la ligne que nous avions avant les congés d'automne. Donc c'est quelque chose qui nous satisfait. Et c'est pour ça que le protocole établi dans l'espace scolaire n'évoluera pas. Il va être maintenu jusqu'au congé de fin d'année. Voilà. Il fonctionne grâce à la discipline des élèves qui appliquent les gestes barrières et l'application aussi stricte par les personnels qui les encadrent de ces gestes barrières. Voilà. Pour ce qui concerne les activités sportives, dans le milieu scolaire, elles ont toujours été encadrées possibles, puisque c'était la seule dérogation d'activités sportives possibles, tant dans le milieu scolaire que dans le milieu périscolaire, à partir du moment où il concernait la continuité naturelle
de l'activité de l'école. Nous sommes concernés par une date importante qui est celle du 20 janvier. Donc là, on est dans la troisième étape que souligne M. le Préfet. Donc soumise à la question de l'état réel sanitaire à ce moment-là. Et dans ce cas-là, les lycées pourraient revenir à un fonctionnement à 100% en présentiel, puisque aujourd'hui, pour parler du Morbihan, nous avons 14 lycées qui fonctionnent sous une forme d'hybridation avec différentes variétés d'organisation qui permettent de diminuer les effectifs dans les établissements scolaires et de favoriser donc l'application du protocole. Cette disposition autorisée par M. le recteur de l'académie de Rennes serait levée au 20 janvier si la situation sanitaire s'est améliorée suffisamment. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, il y a quand même de bonnes nouvelles pour les commerçants qui l'ont demandé au niveau national. Et donc, j'ai pris un arrêté préfectoral qui permet d'ouvrir tous les dimanches, les 4 prochains dimanches, donc jusqu'au dernier dimanche de décembre, l'ensemble des commerces. Évidemment, toutes ces activités seront limitées dans leurs horaires, parce qu'à 21h, il y aura le couvre-feu à compter du 15 décembre. Pour autant, aujourd'hui, donc à compter de ce week-end, les commerces pourront ouvrir le dimanche. Ceux qui le souhaitent, ils n'auront pas besoin de demander l'autorisation du préfet, puisque nous avons pris un arrêté qui le permet. La situation de l'emploi, je céderai la parole au direct, est plutôt meilleure qu'ailleurs dans le département. Donc c'est une dégradation qui est inférieure à celle que nous pouvons constater dans d'autres départements. On ne doit pas s'en satisfaire. Nous poursuivons les efforts avec les organisations professionnelles, avec les chefs d'entreprise, avec les collectivités, dans le cadre de la commande publique. Comme vous le savez, nous avons mis beaucoup d'argent au titre des dotations des collectivités, donc de la DSIL, c'est une subvention particulière régionale, et il y en a une particulière au titre du plan de relance qui va permettre d'injecter plusieurs dizaines de millions dans l'activité économique et de façon très très proche, dès le début de l'année bien évidemment. Nous avons vu cette semaine la filière des travaux publics et du bâtiment, de façon à ce que justement nous trouvions les voies et moyens pour aller très vite dans la passation des marchés et de mettre en œuvre l'ensemble des travaux qui ont été décidés par les collectivités notamment, mais aussi ce sont des travaux très importants chez les particuliers, MaPrimeRénov', la rénovation bientôt thermique de l'ensemble des bâtiments publics. Donc ce sont évidemment des travaux que nous menons avec eux, et l'idée aussi, c'est ce que nous avons travaillé avant-hier avec le directeur à qui j'ai passé la parole, directeur de la Directe. Nous avons travaillé à ce que nous puissions mettre en adéquation l'offre d'emploi. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont non pourvues dans le département, et des jeunes et des moins jeunes qui seraient en recherche d'emploi. Il s'agit de pouvoir les accompagner dans la formation d'adaptation, dans des formations ab initio s'il le faut également, de façon à ce que nous n'ayons pas à souffrir d'un manque de main-d'œuvre pour assouvir l'ensemble des lignes budgétaires et des travaux qui ont été décidés à la fois par les particuliers comme par les pouvoirs publics. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Nous voulons être très réactifs, très opérationnels pour que justement nous puissions à la fois assurer la linéarité de la commande publique et des travaux et la possibilité pour les entreprises de pouvoir réaliser ces mêmes travaux. Éric. Donc il s'agit d'un point intermédiaire, puisque la communication publique se fait au trimestre, mais bien sûr dans le contexte actuel, on fait des points intermédiaires sur chaque mois. Donc la dernière communication du chômage qui concernait le mois d'octobre fait état je prends principalement les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire les personnes demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu d'activité dans le mois. Je prends cet indicateur-là. Sur le Morbihan, on constate une baisse de 1,94% par rapport au mois de septembre, ce qui fait sur l'année, si on prend les chiffres 2019 et on les compare à 2020, une hausse de 3,50%, ce qui est bien sûr une hausse qu'on peut déplorer, mais il faut se rappeler quand même que lors de l'ouverture du premier confinement, au mois d'avril, on est passé tout de suite à une augmentation de plus de 30% des demandeurs d'emploi. Donc on a comblé quasiment près de 98% de cette hausse. On est aujourd'hui à 3,5% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc c'était vraiment de très bons indicateurs.
Et aussi, la satisfaction qu'on pouvait avoir, c'est que sur le public jeune, qui est quand même le plus fragile aujourd'hui, puisque c'est celui qui se retrouve le premier un petit peu exclu du monde du travail, sur le Morbihan, on pouvait aussi se satisfaire d'assez bons chiffres. Hein. Nous avions, à octobre 2019, 4330 jeunes inscrits comme demandeurs d'emploi de catégorie A. À octobre 2020, nous sommes à 4410, ça fait une augmentation de 80 jeunes. Donc on a réussi à combler vraiment l'écart qu'on avait pu constater pendant le confinement. Et ça, il faut souligner aussi, ce bon chiffre, ce bon résultat fait aussi, et le constat de tout le travail qui est mené depuis maintenant presque 2 ans, avec tous les acteurs de l'emploi, que ce soit Pôle emploi ou les missions locales. Nous avions, dans le département du Morbihan, renforcé de façon importante les moyens pour aller au plus près des jeunes, avec des moyens mobiles. Il y a eu dans les médias aussi des reportages qui ont été faits sur des bus qui allaient au contact des jeunes, et cet effet ça a eu l'effet de ramener énormément de jeunes qui étaient sortis des dispositifs d'accompagnement vers les structures, notamment les missions locales. Et ça aussi, c'est l'intérêt de la situation. Voilà ce que je pouvais dire sur l'emploi. Il est bien entendu que le ministère du Travail et de l'Emploi est très mobilisé sur l'activité partielle. C'est aussi ça qui est important. L'activité partielle, c'est de permettre aux entreprises qui aujourd'hui ont une baisse d'activité ou qui sont fermées administrativement, de faire bénéficier leurs salariés, de les maintenir en emploi, de les faire bénéficier du revenu de salaire, et ce salaire est compensé par l'État par une indemnisation de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on traite environ 1000 dossiers par semaine sur cette activité partielle pour les entreprises du département. Merci beaucoup. Et je vous informe également que ce matin, BPI France a informé quelques lauréats de l'appel à projet dans le cadre du plan de relance, donc des entreprises morbihanaises se sont vues signifier l'enveloppe qui leur a été affectée dans le cadre du plan de relance. Donc nous en sommes bien évidemment ravis. Y a-t-il des questions à poser? Sur le port du masque, vous aviez pris un arrêté l'imposant dans les villes de plus de 5000 habitants. Il est maintenu jusqu'à quand? Il est maintenu et je vous avoue que je n'imagine pas ne pas le prolonger jusqu'à ce que le gouvernement décide, par exemple, de réouvrir les bars et restaurants. Je ne prendrai pas le risque de faire courir des risques à celles et ceux qui souffrent aujourd'hui, souffrent sanitairement, souffrent économiquement. Ma volonté, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas de troisième vague. Et donc, eh bien, je sais que c'est peut-être contraignant pour une partie de la population. Une partie l'accepte, une partie, évidemment, ne l'accepte pas. Pour moi, l'important, c'est la collectivité, et la collectivité a besoin que nous soyons dans un état sanitaire exemplaire, et pour cela, eh bien, je continuerai à imposer le port du masque dans les collectivités de, à minima, 5000 habitants. Et, je vous le dis, et je l'assume, j'ai demandé aux forces de l'ordre d'être très très vigilants pour que ce port du masque soit bien effectif. Il y a, on l'a constaté, parfois du relâchement, et ce n'est pas admissible, parce que s'il y a du relâchement, eh bien, les mesures qui ont été prises qui visent à petit à petit quitter le confinement, aller vers une certaine libéralisation, pourraient être mises en cause, et ça je ne le veux absolument pas. Les commerçants attendent l'arme au pied de pouvoir réouvrir leur commerce. Je souhaite qu'ils puissent les réouvrir durablement et non pas en dents de scie, avec un retour, comme ça a été le cas pour la deuxième vague. On dit qu'il ne compterait pas les personnes dimanche matin à la messe. Il y aura des contrôles à l'entrée de la messe? Il y aura des contrôles. Écoutez, la règle et la loi restent la règle et la loi. Et donc, le gouvernement a décidé que la toise était à 30 pratiquants dans chacune des infrastructures cultuelles. Nous ferons respecter cela parce que c'est important. Il n'y a pas de raison que nous fassions courir le moindre risque pour les pratiquants, mais aussi pour celles et ceux qui pourraient côtoyer des gens qui se seraient contaminés. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable, ce ne sera pas toléré. Et vous allez mettre justement des forces de l'ordre devant les édifices?
Alors, on ne va pas mettre devant l'édifice, il y aura des rondes, et mon directeur de cabinet veillera à ce que nous ayons des rondes effectives passées avec les polices municipales, la police nationale, la gendarmerie. Bien évidemment, écoutez, il y a des consignes qui ont été données, elles s'imposent à tous, y compris à nous, et donc nous le ferons. Et dernière question sur les cultes, il y aura sûrement des gens qui seront donc à la porte sur les parvis. Est-ce que ça c'est légal de suivre la messe de suivre la messe avec une sonorisation extérieure? Alors, nous ferons en sorte de faire respecter les règles que nous imposons au marché, par exemple, en plein air, c'est-à-dire la distanciation. Si les gens sont à quelques mètres, qu'ils ont le masque, etc., on ne va pas leur empêcher d'être là, mais par contre, ils ne doivent pas chanter, etc., parce que, pareil, le chant, vous imaginez bien que le chant, c'est un bon moyen aussi de postillonner et de favoriser la diffusion du virus. Non, nous ne pourrons pas le tolérer, et nous ne le tolérons pas. Il y a un effort à faire, quelques jours, quelques semaines, de façon à ce que nous puissions libéraliser la pratique du culte. Et donc cet effort, il doit être partagé. Je suis intimement persuadé que l'ensemble de celles et ceux qui souhaitent aujourd'hui retourner à la messe, par exemple, eh bien, partageront cette volonté de ne pas perturber cette remise à niveau de l'aspect sanitaire et donc de la baisse du taux d'incidence. D'autres questions? On a parlé du port du masque dans la commune de plus de 5000 habitants. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités dans le Morbihan? Parce qu'on a déjà beaucoup décliné dans nos journaux les mesures nationales. Est-ce que dans le Morbihan, il y a d'autres spécificités? Il n'y a pas d'autres spécificités. Pour moi, comme pour l'ensemble de mes collaborateurs, nous voulons absolument tout simplifier. Et donc, il y a une règle aujourd'hui, un peu spécifique au Morbihan, c'est le port du masque obligatoire dans toutes les collectivités, toutes les communes, au-delà ou à partir de 5000 habitants. Tout le reste, c'est du cadre national, c'est ce que le Premier ministre a annoncé suite à la prise de parole du Président de la République, et c'est tout ce que nous allons décliner sur nos sites, avec les organisations professionnelles, avec les maires, avec les présidents d'interco, de façon à ce que chacun s'approprie ces mesures. Donc, première phase, à compter de demain. Deuxième phase, à compter du 15 décembre. Troisième phase, à compter du 20 janvier. Et dimanche aussi, c'est partout ou c'est... Partout. Pour nous, en tout cas dans le département. Je veux dire, c'est dans toutes les préfectures, on peut arrêter de faire le dimanche d'ouverture ou... Et donc, comme c'est un arrêté préfectoral, c'est à la main de chacun des préfets. Je pense que la plupart des préfets prendront le même arrêté. Vous allez déployer davantage de forces de l'ordre pour faire respecter ces nouvelles mesures qui sont quand même contraignantes? Oui, nous allons déployer l'ensemble des forces de l'ordre disponibles et s'il le faut, demander aux réservistes de compléter nos troupes. Et nous demandons également aux élus de mobiliser leur police municipale de façon à ce qu'elle vienne en appui de l'action que nous allons mener sur le terrain. Il en va, enfin, j'insiste, vous me feriez le reproche en début d'année s'il y avait une troisième vague de ne pas avoir assez insisté sur l'impérieuse nécessité de respecter les gestes barrières, de respecter la distanciation. Et donc, aujourd'hui, comme nous rentrons dans une phase un peu festive, et c'est bien normal, nous approchons évidemment des fêtes de Noël, les gens qui, dans le Morbihan, connaissent l'ensemble de ces mesures depuis le 29 février. C'est long, ça va bientôt faire 1 an. Oui, c'est long, mais justement, comme on a tous la volonté d'en sortir, il faut tenir encore quelques jours, il faut tenir encore quelques semaines, il faut s'imposer impérativement de garder le masque, de ne pas être 50 à Noël, mais de limiter le nombre de participants à la table festive des fêtes de Noël, du jour de l'an, etc., de ne pas sortir non masqué, de ne pas manifester, par exemple, ce week-end. La manifestation est un droit constitutionnel, c'est très bien, ça ne nous pose aucune difficulté. Pour autant, j'ai averti les organisations syndicales, nous ne supporterons pas que des manifestants ne soient pas sans masque. Parce que c'est pareil, c'est pas parce que c'est un droit constitutionnel qu'on a aussi l'autorisation ou le droit de contaminer d'autres collègues, sa famille, ses voisins, quand on va rentrer à la manifestation où on aurait été forcément regroupé. Et donc, je leur demande de porter le masque, de bien se laver les mains, de mettre du gel autant que possible et d'éviter de se masser. Ils peuvent respecter aussi quelques distanciations. Pour les spectacles, concerts, à partir du 15 décembre, il y a des autorisations. Alors, sur la culture, comme je vous l'ai dit, sur la culture, alors je reprends mes notes, sur la culture, les librairies, les disquaires, les galeries d'art et les magasins d'instruments de musique vont réouvrir. Et à partir du 15, selon donc l'évolution positive de la situation sanitaire, les musées,
les cinémas et les salles de théâtre pourront rouvrir dans le respect des protocoles sanitaires qui avaient été élaborés lors du couvre-feu. Donc, voilà, exactement. On ne change pas les règles. Vous allez recevoir une manifestation des anti-masques aujourd'hui, je crois que vous allez recevoir une délégation. C'est mon directeur de cabinet qui recevra cette délégation. Anti-masque pour les enfants, c'est pour les enfants, non? Oui, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Bien écoutez, la règle, c'est la règle, et ils ont le droit de manifester. Pour autant, le protocole sanitaire qui s'impose à l'éducation nationale, eh bien, il s'impose à tous. Et donc, on va essayer de les convaincre de tenir bon et en tout cas de maintenir le port du masque, de façon à ce que, à l'approche des vacances de Noël, eh bien, le taux d'incidence continue à baisser et que bientôt, ça favorise l'ouverture notamment des restaurants, des bars, de façon à ce que l'ensemble de l'activité sociale et économique puisse redémarrer dans sa globalité dès le 20 janvier. C'est bien ça l'objectif. Vous savez quand les enfants pourront ôter le masque ou pas Parce que à ce jour, ce n'est pas d'actualité. En tout cas, on n'a aucune information. Et je vais reprendre l'expression du préfet, la règle est la loi. Et en ce moment, si on peut afficher des taux d'incidence faibles, ou en tout cas à la hauteur de ce qu'ils sont dans la société, en moyenne, c'est parce que justement, il y a des règles qui sont appliquées dans toutes les écoles. Et donc, il n'est pas temps de se relâcher et de faire courir des risques à tout le monde. Voilà, donc pour l'instant, la règle est la loi. Dans le Morbihan, il y a beaucoup de zones pavillonnaires, des zones très peu denses, même dans les agglos de 5000 habitants. Vous comprenez que cette règle de 5000 ne soit pas forcément comprise et pas forcément appliquée, du coup Eh bien, je le comprends parfaitement, mais je vais vous donner le contre-argument. Vous voyez, Pontivy, qui est une zone qui n'est pas très urbanisée, d'accord, la région de Pontivy, c'est la région de département la plus impactée. Donc vous voyez, même des zones qui ne sont pas très urbanisées, qui n'ont pas beaucoup de concentration de population, sont aujourd'hui les plus impactées du département. Ben, il faut se poser la question de savoir si effectivement il n'y a pas peut-être intérêt à un moment donné, et ça je le dis et puis je l'assume également, si le taux d'incidence devait repartir à la hausse, potentiellement je pourrais prendre un arrêté d'obligation du port du masque sur l'ensemble du département, comme nombre de départements l'ont déjà pris. Aujourd'hui, il y a des départements qui ont... Ah, il y a des départements où le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du département, bien sûr. On n'a pas souhaité le faire jusqu'à présent, parce que justement, les élus se sont montrés très coopératifs et ont réussi à convaincre leur population, mais on voit bien, et je le dis, c'est pour ça que nous allons mettre beaucoup plus de force de l'ordre sur le terrain. Nous voyons, nous constatons une certaine forme de relâchement qui est due d'abord à l'usure, ce que nous comprenons, mais ce qui est dû aussi à l'approche des fêtes de Noël où on se dit, ben voilà, écoutez, le Premier ministre a parlé, le Président de la République a parlé, on va déconfiner à compter du 15 décembre. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les commerces, ce qui ne veut pas dire qu'on doit enlever le masque, qu'on ne doit plus se laver les mains, qu'on doit à nouveau s'agglutiner devant les magasins, etc. Non, pas du tout. C'est bien pour ça qu'il y a des règles. Et comme l'a dit le directeur de l'Éducation nationale et puis la DDARS, eh bien, l'ensemble de ces mesures elles ont permis à ce que le taux d'incidence baisse. Même si, je le dis, et on le constate, dans le département, même s'il est bas, mais il baisse tout doucement, avec une population impactée qui est assez âgée et donc extrêmement fragile et soumise à ce virus. D'autres questions? Vous parliez des manifestations tout à l'heure, il y en a une qui est prévue demain après-midi sur le port de Vannes. Comment ça se passe? Écoutez, je me suis adressé à l'occasion de la réunion, donc on fait tous les 15 jours une réunion en audio avec l'ensemble des organisations professionnelles, quelles qu'elles soient, et donc je leur ai dit que, bien évidemment, la manifestation ne serait pas interdite, puisque c'est constitutionnel, et on a décidé de leur faire confiance sur le port du masque, et les organisations professionnelles et syndicales n'ont pas trouvé à redire que, effectivement, le port du masque s'avérait obligatoire, et donc ils veilleraient
a demandé aux manifestants de le porter. Il y aura aussi des contrôles, et on a beau être en manifestation, ça a beau être quelque chose de constitutionnel et d'autorisé, ce qui ne l'est pas, c'est de ne pas porter le masque. Et donc, celles et ceux qui ne porteraient pas le masque seront verbalisés. Mais je suis sûr qu'on n'en arrivera pas là, puisque je fais confiance au civisme des uns et des autres, qui évidemment, ils portent un message, et je n'imagine pas qu'ils portent un message inverse de diffusion des virus. Donc je leur fais confiance, bien évidemment. D'autres questions? On a un vrai challenge dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. C'est en 3 volets. C'est d'abord le maintien de cette vigilance, de ce civisme individuel et collectif. C'est impératif. Il faut impérativement que la fin des vacances de Noël ne soit pas synonyme de reprise de l'épidémie et d'une 3e vague. Et ça, c'est à nous, individuellement et collectivement, d'y veiller en portant le masque, en s'assurant des distanciations et faire des sacrifices, c'est-à-dire que effectivement les grandes tablées de Noël doivent laisser place à des tablées beaucoup plus restreintes, avec des distanciations à table, avec potentiellement le port du masque à l'intérieur de la maison quand on est nombreux, en tout cas plus nombreux, et quand on accueille ses enfants ou une partie de sa famille. Deuxièmement, c'est l'accélération avec les collectivités de la mise en œuvre du plan de relance sur la partie des collectivités publiques. Donc c'est pour nous un impératif, on a travaillé, on est en train de travailler avec elles, que l'ensemble de ces lignes budgétaires qui ont déjà été accordées, l'argent est là, soit rapidement injecté dans l'économie par le début des travaux. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un trou d'air dans la commande publique et qu'il y ait un trou d'air donc au niveau des entreprises qui se traduirait inévitablement par du chômage. Et le 3e volet, c'est qu'il faut impérativement que nous accompagnions évidemment toutes celles et ceux qui souffrent de cette crise. Ce sont les commerçants aujourd'hui, mais qui heureusement vont réouvrir demain. Ce sont les restaurateurs qui, jusqu'au 20 janvier, a priori, comme les gestionnaires de bars ou de discothèques, vont continuer à souffrir, mais ils ne doivent pas mourir. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de les aider massivement, parce que nous aurons besoin d'eux à l'issue du déconfinement total. Bien évidemment, nous avons besoin d'eux, parce que c'est culturel, hein, c'est aussi un élément de l'activité sociale indispensable, mais aussi celles et ceux qui sont frappés déjà par une précarité et qui est exacerbée avec cette période de crise. Et donc là, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'aides à travers la DDCS et l'ensemble des collectivités qui permettent d'accompagner ceux qui sont en extrême précarité. Enfin, sur ce volet-là, c'est aussi toutes celles et ceux qui ont vu leur emploi soit mis entre parenthèses, soit se trouvent au chômage. Nous devons profiter de cette situation pour les accompagner dans des formations d'adaptation, de façon à ce que la demande d'emploi qui existe sur le territoire, c'est un paradoxe entre guillemets, mais qui n'arrive pas à recruter alors même que le chômage augmente, même s'il augmente moins vite qu'ailleurs, le chômage augmente, et donc à nous de faire en sorte, avec l'ensemble des acteurs, de la formation, des collectivités, des entreprises, d'adapter à la fois les postes, mais aussi les CV de celles et ceux qui peuvent prétendre à ces emplois, de façon à ce que justement, ni les entreprises, ni les employés potentiels n'aient à souffrir de cette crise qui malheureusement nous frappe quand même. Si vous n'avez plus de questions, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous remercier. Merci beaucoup.